Bienvenue dans Entre deux News, votre émission d'analyse de l'actualité ivoirienne et internationale. Ce soir, deux sujets, si le temps nous le permet. Première partie, 80 ans du PDCI RDA. Quel décryptage du discours du président du parti, Tidiane Thiam. Et puis, dans la seconde partie, port, aéroport et métro d'Abidjan, changement de tutelle, quels enjeux pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Élément de réponse dans cette émission avec nos consultants. Michel Betta, journaliste, directeur, fondateur du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Betta. Bonsoir Cédric. À votre côté, docteur Ousmane Chérif, analyste politique, président du REMENSI. Bonsoir docteur. Bonsoir. À gauche, Eric Bayala, journaliste, analyste. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Cédric. Et enfin, Lansina Karamoko, analyste. Bonsoir à vous monsieur Karamoko. Bonsoir Cédric. Place à la première partie de notre émission. Le président du PDC RDA, Tidiane Thiam, s'est adressé à ses militants et à l'ensemble des Ivoiriens à l'occasion de la conférence inaugurale célébrant le 80e anniversaire de son parti politique, le PDC RDA, le plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, Michel Betta, que vous inspire cette déclaration, cette annonce du président Thiam qui avait fait silence depuis un bon moment? Bon, d'abord, je tenais à remercier nos auditeurs, nos téléspectateurs de Reflet TV pour l'honneur qu'ils nous font de nous appeler souvent pour nous témoigner de leur estime de ce que nous faisons et remercier aussi toute la production de Reflet TV. Ceci dit, lorsque nous avons suivi les 80 ans du PDCI, il y a eu une adresse solennelle du président du parti, en l'occurrence le président Tidiane Thiam. Cette adresse solennelle, de mon point de vue, reflétait 3 points essentiels. C'est-à-dire qu'après l'épisode dramatique que la Côte d'Ivoire a connu en 2025, où les candidats déclarés des partis significatifs de l'opposition étaient écartés, et les différents drames qui s'en sont suivis, notamment des morts et plusieurs prisonniers, nous étions dans un moment de tension politique. Et le président Tidiane Thiam, par son discours, veut attendre de désamorcer cette tension-là, en remerciant non seulement celui qui tient les rênes du pays aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, et en invoquant aussi le caractère républicain du PDCI, le caractère de ce que le PDCI est un parti attaché au dialogue et à la paix, en évoquant ces différents aspects-là. Il montre en fait que le PDCI reprend le contrôle de ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celui qui est la boussole, celui qui est l'alternative crédible pour la gouvernance aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Quand on regarde un peu tout ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, notamment au niveau de la jeunesse, notamment au niveau de la cherté de la vie, Tidiane Thiam ne manque pas d'évoquer ces questions-là parce qu'il sait pertinemment que le PDCI n'est pas un parti du passé, mais un parti qui a une vision pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et là, il évoque dans son discours pour dire que les Ivoiriens peuvent compter sur le PDCI. Le PDCI a bâti hier, le PDCI, aujourd'hui dans l'opposition, peut bâtir encore la Côte d'Ivoire de demain. Et il a insisté notamment sur la jeunesse, la nécessité pour son parti de rassembler au maximum les jeunes qui constituent 75% de la population. Je crois que le discours du président Tidiane Thiam dresse les perspectives de ce que entend être le PDCI pour l'ensemble des Ivoiriens et non pas pour une partie des Ivoiriens, comme on le voit avec le RDP aujourd'hui. Bien, Lansina Karamoko, et vous, que vous inspire, on va dire dans la forme avant de rentrer dans le fond du sujet, cette adresse de Tidiane Thiam, appréciée par beaucoup d'Ivoiriens? Oui, comme à l'instar de tous les Ivoiriens, j'ai apprécié le discours de Tidiane Thiam dans le bon sens, dans la mesure où ça a été un discours, je dirais, apaisé, un discours qui, n'est-ce pas, appelle à l'unité des Ivoiriens, un discours à l'image, n'est-ce pas, de ce que le père fondateur nous a laissé, c'est-à-dire des Ivoiriens qui sont ensemble, même si dans l'adversité politique, il y a des réalités, mais un discours qui appelle au rassemblement, qui doit amener les Ivoiriens à comprendre que c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est dans ce contexte-là que nous l'avons vu. Et comme vous avez dit que tout à l'heure, on va rentrer dans le fond, mais dans la forme, il faut quand même retenir que c'était un discours assez apaisé. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose, dans la mesure où, depuis son exil volontaire, il a dû comprendre que la Côte d'Ivoire, quand il se réclame petit-fils du fouet, ce qui est vrai, et que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller dans la belligérance, ne serait-ce que verbale,
et que tous les Ivoiriens, en tant que frères, amis, il a grandi dans cet environnement. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a toujours été. Et quand on est à la tête d'un parti qu'on appelle le PDCI RDA, le PDCI de nos grands-parents, le PDCI de nos parents, et le PDCI que nous-mêmes, en tant qu'enfants, avons à un moment donné fréquenté, et il était bon quand même qu'ils viennent mettre la balle à terre pour que les Ivoiriens ne se regardent pas en chien de faïence, surtout quand, je le dis, je le souligne, quand on est à la tête d'un parti comme le PDCI, on ne peut pas avoir un autre discours que celui-là. Bien. Alors, Eric Bayala, est-ce que le ton apaisé de Tidjane Thiam dans ce discours marque une rupture ou la continuité de sa ligne politique? Oui, le ton, je pense que pour pouvoir apprécier s'il y a eu rupture dans la démarche au niveau du président, attendons sa prochaine adresse, attendons de voir comment est-ce qu'il va orienter les choses, parce qu'à partir d'un seul discours où il était absent, on ne peut pas déjà présager de ce qu'il y a eu un changement de ton ou un changement de cap. Mais pour ce qui nous a été donné de constater, c'est que le discours, il était élégant, le discours était rassembleur. Dans la forme, quoique dans le fond, il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, je reproche à ce discours. Donc, le temps que le chapitre... On aura l'occasion. Voilà, d'en parler. Bon, maintenant, est-ce que le fait d'avoir tenu un tel discours, ça veut dire qu'il change de position, de point de vue sur la posture qui fut la sienne dans un passé récent? Je veux d'abord éprouver ces différentes prises de parole, au moins sur un certain nombre de temps, pour m'en convaincre avant de dire effectivement si il a changé de comportement ou bien de vision quant à la posture qu'il avait par le passé. Parce qu'à partir d'un simple discours dans une occasion comme celle-là, ce serait vraiment pas assez déterminant pour déjà dire si tant est-il qu'il a changé ou pas. Bien. Docteur Ousmane Chérif, même question pour vous. Est-ce que ce ton apaisé de Thiam marque une rupture ou pour vous une continuité de sa ligne politique? Bon, déjà, on a eu affaire à un discours solennel qui est dans une circonstance bien particulière. À chaque fois que le président Tidjane Thiam prend la parole, ça dépend du contexte et le contexte va un peu avec la solennité de l'événement. La toute première fois que le président Alassane Ouattara et le président Tidjane Thiam se sont rencontrés politiquement ici en Côte d'Ivoire, c'était lors d'une rencontre à la présidence de la République avec le président honoraire de l'époque, président intérimaire de l'époque, le doyen Kopli Boni. Et le président Tidjane Thiam a eu un discours en face du président Alassane Ouattara, pour ne pas dire côte à côte avec le président Alassane Ouattara. C'était aussi un discours du même type. De la même façon que lorsqu'il y a eu le décès du président Henri Konan Bédié, le président Tidjane Thiam a tenu aussi un discours. C'était un discours du même type. C'est le discours des hommes d'État. Donc on a eu affaire à un grand discours, un discours solennel, un discours qui marque les 80 ans, mais un discours qui, à la fois dans sa prestance, on voit un monsieur calme, avec une voix posée, intelligible. On voit aussi des mots et des expressions qui font sortir le caractère d'homme d'État du président Tidjane Thiam. Quand il parle de la continuité de la Côte d'Ivoire, quand il parle de nous sommes adversaires et non ennemis, quand il cite toutes les fois où le président de la République, il remercie déjà d'entrée de jeu le fait que le président de la République l'ait appelé personnellement pour lui dire qu'il ne pouvait pas être présent, mais qu'il allait se faire représenter par une forte délégation. Donc Bien. tout ça... Est-ce que vous voyez à travers ce remerciement, cette reconnaissance, un geste d'apaisement ou encore une stratégie de repositionnement politique? Non, bien sûr que c'est un geste d'apaisement. Déjà, il faut saluer ce geste du président de la République parce qu'il n'était pas obligé de l'appeler personnellement. On peut décliner une invitation en envoyant une délégation sans forcément prendre son téléphone et appeler. Donc le 7 avril, le président Alassane Ouattara a appelé le président Tidjane Thiam pour lui dire qu'il ne pourrait pas être présent parce que l'invitation du PDCI était une invitation au président du parti. Toutes les invitations pour les partis politiques, c'était des invitations où c'était marqué « Nous invitons personnellement le président à être présent à la cérémonie ». Donc le président, par souci de symbolique, il prend son téléphone, il appelle le président Thiam, c'est quelque chose à saluer. Et ça, je pense que le président Thiam l'a salué 2 fois. Il l'a salué dans le discours, après encore, il a rédigé un courrier qui vient encore remercier. Et ça,
tous les militants du PDCI devraient en tout cas saluer ce geste du président de la République. Bien. L'ancien Karamoko, un mot sur la reconnaissance de Tidiane Thiam à l'endroit du chef de l'État qui s'est fait représenter. Oui, ça ne pouvait pas être autrement, dans la mesure où lui, Tidiane Thiam, président Tidiane Thiam, est le petit-fils de Houphouët-Boigny. Mais n'oublions pas que le président Alassane Ouattara, sans être le fils biologique du père fondateur de la nation ivoirienne, a été quand même son unique premier ministre. C'est lui qui, à un moment donné, est venu soutenir le vieux, alors que le vieux était en difficulté. C'est ce qui est normal. Quand on est le petit-fils du fouet, quelqu'un qui, à un moment donné, est venu sortir ton grand-père dans les difficultés, et tu lui dois reconnaissance. Et je crois que ce discours, si on est mis à l'épreuve sur le temps et qu'avec ce temps-là, il y a un rapprochement entre Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, et Tidiane Thiam, le président du PDCI, ça ne devrait pas nous surprendre. Mais bon, aujourd'hui, je crois que c'est une reconnaissance. Et je crois qu'on dit l'erreur est humaine. Ce n'est pas savoir comment revenir sur ses pas qui n'est pas conseillé. Et je crois qu'aujourd'hui, il prend la bonne direction, même si politiquement on peut être adversaire, mais il doit reconnaître quand même Alassane Ouattara comme un père et qui, n'est-ce pas, à un moment donné, il a quand même pris sous sa coupe. Bien. Michel Bétain, un mot là-dessus? Oui, moi je dirais que moi je ne suis pas surpris que le président Alassane Ouattara l'ait appelé et qu'il l'ait remercié, parce que déjà Finalement, le PDCI reconnaît ce mandat. Non, le PDCI n'a jamais été dans ce débat-là. Ça, il ne faut pas mélanger les choses. Déjà, même à la présentation des vœux, le PDCI était représenté. C'est vous dire que le PDCI a un parti républicain qui s'est inscrit dans la droite ligne républicaine démocratique. Mais moi, ça ne me surprend pas qu'il le remercie, puisque, je le disais à la présentation des vœux, le PDCI a été représenté pour dire que le PDCI est dans sa droite ligne. Donc, ce n'est pas tant les remerciements qui sont importants, c'est la trajectoire du PDCI. C'est vrai que nous avons eu un moment de belligérance forte, parce que avoir ces candidats écartés de façon malveillante, de façon, je veux dire, discoutoire, de façon manipulatrice des élections présidentielles, c'est un choc énorme pour les militants. Et ils ont fait le combat qu'il faut. Maintenant, après le combat, qu'est-ce qui reste? C'est la reconquête du pouvoir. Le PDCI s'inscrit dans cette dynamique-là. Bien. Alors, Éric Bayala, le PDCI adopte une stratégie ici. Est-ce qu'on pourrait dire stratégie d'opposition modérée? Oh, mais est-ce qu'à la vérité, le PDCI a-t-il le choix d'avoir une opposition modérée? D'abord, avant de répondre à votre question, Dr Chérif a dit que l'appel du président de la République était un appel symbolique à l'endroit du président du PDCI. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'il reste circonspect sur la question, parce que bien au-delà, le président Alassane Ouattara, en adoptant cette attitude, il montre que c'est un homme d'État. Il montre qu'il a la courtoisie dans les relations entre les citoyens d'un même pays. Il montre qu'il prend de l'ascension dans la gestion des hommes et des institutions de l'État. Il montre qu'effectivement, il est élégant dans les rapports qu'il a avec les uns et les autres. Donc, c'est bien au-delà d'une symbolique, c'est un geste de courtoisie. Mais ce qu'il faut il est bon de noter, c'est que le président Alassane Ouattara ne s'est pas fait représenter à cette activité marquant le 80e anniversaire du PDCI comme étant le président de la République. Il s'est fait représenter en tant que président du RHDP. Et donc, la nuance est de taille. Et le fait qu'il se soit fait représenter, cela est de coutume en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un fait nouveau, c'est une question de galanterie et de courtoisie. On a même vu qu'à l'occasion des congrès, des grands rassemblements des autres partis politiques, lorsque les partis politiques ivoiriens sont invités, ils honorent de leur présence. Et donc, c'est ce que le président du RHDP a eu à faire. Maintenant, à l'idée de savoir est-ce que le PDCI-RDA adopte une posture d'une opposition modérée, je disais tantôt que le PDCI est allé à l'épreuve du militantisme du front et ils savent ce qu'ils y ont perdu. En s'alliant avec le PPACI dans le front commun, ils ont été eux-mêmes suffisamment éprouvés
Et je pense Mais que... on a vu le cas 2020 également. Le PDCI était dans une coalition, on va dire le CNT. Mais justement, et donc, ils sont en train de tirer les conséquences de leur attitude. Parce que le PDCI qui a été prôné par le président Félix Houphouët-Boigny, que nous avons tous connu, c'était un PDCI qui était un parti de paix, un parti de rassemblement. Maintenant, toutes les fois que le PDCI a voulu s'éloigner de la substance qui fonde son existence, notamment un parti de paix, le PDCI ne s'est jamais retrouvé. Et tout comme avec le CNT en 2020, le PDCI s'est éloigné des valeurs qui commandent son existence en tant qu'un parti de rassemblement, donc qui a dégagé les principes premiers de l'oufouettisme. Aujourd'hui, ils se sont encore éloignés de leur âme, de leur ADN, j'allais dire, en s'alliant dans un front commun. Ils ont connu les différentes conséquences. Ils ont perdu beaucoup d'élections. Ils ont vu des bastions qui leur étaient propres leur échapper. Ça pour dire que le PDCI se rend bien compte que le militantisme de front n'est pas dans son ADN. Il doit pouvoir rester républicain. Et je pense que c'est ce message, c'est cette posture-là qu'ils ont tenté d'exprimer à travers ce discours. Bien. Ils se rendent bien compte qu'ils s'étaient égarés. Ils sont en train de revenir à la raison. Bien. Est-ce que vous partagez cet avis d'un PDCI qui s'était égaré par le passé et qui revient à la raison? Et puis, certains estiment que ce discours annonce une nouvelle dynamique entre le PDCI et le pouvoir. D'ailleurs, que le PDCI tend la main au pouvoir d'Abidjan. Déjà, il faut rappeler que la toute première personne à s'être allié avec le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est bien le président Alassane Ouattara. Voilà, ça on oublie de le dire parce qu'aujourd'hui, un militant RHDP ne peut pas en vouloir à un militant PDCI en parlant du Front commun, en sachant que le Front républicain est bien antérieur et que le président Alassane Ouattara, qui aurait été le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, il est parti s'allier avec celui qui traitait Félix Houphouët-Boigny de voleur. Donc, il ne faudrait pas venir parler du Front commun en oubliant le Front républicain. Voilà. Au-delà de ça, deuxième chose, moi, j'étais dans la salle. Le président Alassane Ouattara s'est fait représenter effectivement par une forte délégation. Mais il faut rappeler que tous ceux qui étaient présents, ils étaient éblouis par le discours calme, posé, intelligible du président Tidiane Thiam. Qu'ils n'avaient pas entendu depuis un bon moment. Qu'on n'avait pas entendu depuis un bon moment. Ce type de discours. Ce type de discours, je dis, il a fait pratiquement un discours pareil lors du funérailles du président Bédié. Il a fait un discours pareil lorsqu'il a été invité au palais de la présidence lors de sa présentation en tant que président du PDC. Mais d'autres discours... Oui, bien sûr. Quand vous parlez dans un événement où vous devez parler pas comme un président de parti, mais comme un président, un homme d'État, la posture, elle va changer. Donc là, on est en train de parler des 80 ans du parti. C'est un discours qui a été adapté. Maintenant, il ne faudrait pas y voir forcément un appel à un rapprochement. C'est vrai que le président Thiam, dans le déroulé du discours, il parle du RHDP. Il cite même une phrase dans laquelle il dit que le président Bédié avait voulu un parti unifié. Mais sur ce côté, il faut bien préciser qu'est-ce qui n'a pas marché dans le parti unifié. Deux choses principales. La première des choses, c'est que dans le parti unifié, le PDCI a refusé la disparition de son entité PDCI. Et moi, je suis vraiment proche de ceux qui sont dans les sphères des décisions. Personne au PDCI ne va jamais accepter la disparition de l'entité PDCI. Ça ne va jamais se produire. Donc, le président Houphouët-Boigny a chanté de sa bouche « Le PDCI vivra et vaincra ». Le président Houphouët-Boigny, qui est le père de toute la nation, il a chanté ça de sa bouche. Donc, quelqu'un qui se réclame oufouettiste ne peut pas venir proposer que le PDCI disparaisse et rentre dans le RHDP. Ce n'est pas logique. Au contraire, même moi-même, je propose au président Alassane Ouattara de dissoudre le RHDP et de revenir au PDCI. Parce que quand on a une mère, quand on a la matrice... Et que le PDCI RDA, il peut être président honoraire du PDCI RDA comme l'a été Kopli Boni, et puis le président Thiam va rester. Je vois les militants RDS sourire, c'est vrai, mais c'est possible. Parce qu'on revient à la maison. Quand on revient à la maison c'est le PDCI RDA. Moi, je vous dis,
Je sens que le président Alassane Ouattara aime le PDCI-RDA. Dans beaucoup de ses discours, hein, on le sent. C'est quelqu'un qui aime le PDCI-RDA. Donc pourquoi aller rester dans le RHDP, qu'il envoie ses cadres, ses ministres, qu'il ramène au PDCI-RDA? On va former le PDCI ensemble. On a déjà notre président qui est Tidiane Thiam. On pourra trouver un poste à chacun des ministres. Mais s'il doit avoir un accord entre le PDCI et le RHDP, c'est un retour du RDR au PDCI-RDA. Bien. Alors, Lansana Karamoko, est-ce qu'en saluant ce geste du président de la République, Tidiane Thiam tend-il la main au pouvoir? Tidiane Thiam ne peut pas tendre la main au pouvoir. Bien au contraire, il tape à la porte du pouvoir. Je voudrais quand même faire remarquer que le président Alassane Ouattara était membre du comité central du PDCI après le 9e congrès du PDCI. Il était 2e sur la liste. Donc, c'est-à-dire que c'était un militant du PDCI, un militant affirmé du PDCI. Ensuite, pour revenir, n'est-ce pas, à cette question, je vais lire très rapidement les 3 lignes. Allez-y. Le président, c'est Tidiane Thiam qui parle. Le président Bédié avait pensé qu'un parti unifié serait un gage de stabilité et de paix durable pour notre pays. D'où la création du RHDP. Vous voyez qu'il ne dit pas la vérité. Il faut qu'on se parle franchement. Donc, ça veut dire que le RHDP, qui est né en 2005, c'est une coalition, parce que la coalition s'est appelée RHDP, qui est donc né en 2005 en France, a été mis en place parce que Bédié a pensé que ça serait un parti unifié. Mais pourtant, c'est cette idée venue justement du président Alassane Ouattara, c'est ce qui a fait reculer Bédié. Donc, dire que Bédié était celui certainement qui, n'est-ce pas, a initié ce concept de parti unifié n'était pas du tout vrai. C'est pas vrai ce que vous dites. Non, non. Je vais vous avoir l'occasion de réagir. Allez-y, Lansana Karamoko. La question du parti unifié, c'était après, c'était dès que le second mandat du président Alassane Ouattara a commencé. Ça a été la pomme de discorde. Parce que le président Alassane Ouattara a voulu un parti unifié, mais pas en 2005. Mais c'est plutôt en 2015. Après que Bédié ait lancé l'appel de Daoukro pour le second mandat du président Alassane Ouattara. C'est après cet appel que l'idée d'un parti unifié est venue et le PDCI, comme ce que vous avez dit, ne voulant pas disparaître, n'a pas été d'accord pour l'esprit. Mais quand on dit que le RHDP a été créé parce que Bédié a pensé que la mise d'un parti unifié serait bien pour la Côte d'Ivoire, j'ai dit je m'inscris en faux. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si Tidiane Thiam le dit, moi je vois plutôt à travers ce propos-là un message à sa base. Comme pour dire le parti unifié est finalement une bonne chose. Il faut que vous prépariez, n'est-ce pas, à intégrer ce parti unifié-là. Sinon, il n'y avait aucune raison d'en parler, puisque ça n'a jamais été l'idée de Bédié. Bien au contraire, c'est ce qui a fait reculer Bédié. Et en parler, c'est préparer justement, je dirais, un message à sa base pour dire qu'il faut qu'il s'apprête à voir le parti unifié quand même comme une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que le PDCI n'a pas apprécié et le PDCI n'est pas rentré dans ce parti unifié, donc le RHDP en tant que parti politique, non plus comme une coalition, mais c'est à eux de voir et puis de revenir à de meilleurs sentiments. Parce que ceux qui ont été là au moment où on mettait le RHDP en 2005, ceux qui ont été là au moment où cette coalition devenait un parti unifié, la plupart sont aujourd'hui au RHDP. Ah oui, la plupart sont aujourd'hui au RHDP. Et donc, pour me résumer, c'est bien le contraire, à travers ce discours, en soulignant cette partie qui n'était pas obligée d'en parler, c'est plutôt Tidiane Thiam qui tape à la porte du RHDP. Bien. Michel Betta, est-ce qu'à travers ce discours, on peut parler de la fin d'une opposition frontale pour le PDCI-RDA? Vous savez, dans la marche d'un parti politique, il y a plusieurs étapes. C'est ainsi que quand nous sommes arrivés au moment des élections présidentielles, il ne pouvait en être autrement que d'affronter le pouvoir qui avait écarté par des alchimies juridiques incompris. Et puis, je ne sais même pas comment qualifier ça.
en instrumentalisant la justice, on arrive à écarter des candidats sérieux. Il ne pouvait avoir qu'un affrontement. Et c'est ce qui s'est passé. Et cela l'a été, malheureusement. Le président Tidiane Thiam a vu sa vie menacée. Et pour cela, il était hors du pays. Donc, tous ces faits-là, parce que souvent, certains évoquent la question de l'exil comme si c'est un plaisir. Non, parce que... On se demande qui menace Tidiane Thiam. Il a dit. Je ne sais même pas si vous... Il a dit. Non, nous n'avons pas cette information. Ah, tu n'as pas suivi son discours dans lequel Je il demande disait... qui menace Tidiane Thiam. Non, tu n'as pas suivi son discours. Non. Maintenant, qui le Vous menace? avez l'information, il Oui, faudra il la a dit partager lui-même. à nos téléspectateurs. Tidiane Thiam a dit qu'il a eu des informations selon lesquelles sa sécurité était menacée. C'est pourquoi il a choisi de s'éloigner. Ah bon. Donc, il ne faudrait pas faire la fine si demain, ça arrive à un de nous, ce que je ne souhaite pas, ne faisons pas l'exil comme un plaisir. Aujourd'hui, Soro Guillaume est en exil. On dit qu'il peut rentrer comme il veut. Mais attendez, vous savez... Soro Guillaume est poursuivi par la non, justice je ne dis pas ivoirienne. non, mais on lui dit, il peut rentrer. Mais on sait Beaucoup tous qu'il le est disent. poursuivi. Non, mais Tidiane Thiam a dit, il a dit que des informations pertinentes faisaient état de ce que sa sécurité était menacée. C'est pourquoi il a choisi de s'éloigner. Donc, s'il l'a fait, moi, je prie Dieu que Dieu veille sur lui et qu'on puisse atteindre sa vie. Parce qu'il représente un espoir pour de nombreux Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faudrait pas qu'on banalise l'exil parce que ce n'est pas de gaieté du cœur. On ne le fait pas de gaieté du cœur. Maintenant, quant à savoir, est-ce que son appel était un appel à se rapprocher du RDP. Moi, je ne pense pas que... Je ne m'inscris pas dans la fiction que mon co-débatteur Karamoko a fait. Parce que Tidiane Thiam l'a dit. Cela n'a pas été accepté hier. Il ne sera pas accepté aujourd'hui. Il a dit ça? Mais tu n'as pas fini de lire, apparemment. Il a dit ça? Tu n'as pas fini de lire. C'est là, tu as dit. Il faut le lire. Moi, non, tu vas le lire. Vraiment, je dis, il a dit. Donc, je dis que c'est tellement clair. Pour Tidiane Thiam, ce n'est pas, en tout cas, il n'est même pas d'une question de rapprochement. Il est plutôt d'une question de vision pour le PDCI et pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a exprimé dans son discours. Osman Chérif, il n'est pas question de rapprochement également, selon votre lecture de ce discours? Non, mais permettez-moi quand même de répondre. Oui, vous répondez à la question et vous allez rebondir. Allez-y. Voilà. Donc, je dis qu'en réalité, le rapprochement est possible quand ce qui n'a pas marché hier a été corrigé. La deuxième chose qui a fait que en 2018, il y a eu séparation dans le RHDP, c'était qu'il y avait un refus d'alternance. Parce que le PDCI avait conclu un accord tacite non écrit avec le RDR qu'un militant RDR devait diriger le pouvoir et un militant PDCI devait le prendre après. Et selon ce que le président Bédié a dit, a fait comme point au niveau du parti, ça n'a pas été respecté. Et voilà pourquoi le président Bédié a rompu l'accord. Mais une chose importante quand même, que M. Karamoko semble ne pas avoir bien compris. En 2018, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez particulier. Le président Bédié avait initié l'idée de parti unifié. Il était d'accord. À quel moment? Il faut nous donner... Non, permettez-moi d'arriver jusqu'au bout, vous allez comprendre. Il y a eu un bureau politique au sein du PDCI RDA. Il y a même eu une réunion qui a été saccagée, une conférence de presse qui a été saccagée par la jeunesse en 2017. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Le président Bédié avait accepté l'idée d'un parti. C'est la base du PDCI qui l'a refusé. Les gens ont cassé le siège. Il y a eu des jeunes sont allés saccager la conférence de presse de M. Adjoumani, qui était porte-parole du PDCI en ce temps-là. Le président Bédié a reculé sur l'avis qu'il avait au départ sur le parti unifié. Même M. Guikawe était parmi les personnes qui ne voulaient pas que le nom PDCI disparaisse. Donc, au sein du PDCI, il y avait des gens qui étaient d'accord pour le parti unifié. Même le président Bédié semblait avoir accepté cette idée-là venant du président Alassane Ouattara. Ah, d'accord. Maintenant, ce que je dis, non, l'idée peut provenir d'Alassane Ouattara. Ce que je dis, c'est que le président Bédié avait à un moment donné accepté ça. Et c'est la base du PDCI qui ne l'a jamais accepté. Et je vous le dis aujourd'hui, que ça s'est fait hier, aujourd'hui ou toujours, personne ne peut accepter que le PDCI se fonde dans le RHDP. Personne ne va l'accepter. Donc, quand quelqu'un vient dire, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, juste après le discours du président Thiam, les gens disent oui, le PDCI va rentrer au RHDP, c'est impossible. Ça, je le dis sur ce plateau, il n'y a pas un militant PDCI qui peut accepter que le nom PDCI disparaisse. Bien, alors, mes réactions rapidement avant la pub sur ces propos de Thiam, pour passer au plan national et international, nous disons à nos frères et sœurs du pays voisin
que le PDC-RDA est le parti de l'ouverture. Commentaire. Oui, bien sûr. Un parti qui s'appelle RDA est un parti africain. Notre parti est une Il section... parle du plan national et international. Oui, donc, bien sûr. le PDCI pourrait être ouvert également à toute proposition. Oui, nous sommes ouverts à toute Mais proposition. quand vous dites qu'il n'est pas question de non, se quand rapprocher tu dis au plan du national et PDC-RDA. international, c'est clair. Le PDCI, c'est le parti qui a reçu toute la sous-région. En Côte d'Ivoire, le PDCI, c'est le parti qui a fait que nos frères qui venaient d'ailleurs pouvaient se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il faut le dire, quand il parle du plan national et international, c'est cette capacité du PDCI à fédérer toutes les nationalités. Justement, qui a créé Et non à s'ouvrir à d'autres partis politiques selon votre lecture. Justement, je reprête encore que tous les partis politiques principaux viennent du PDCI-RDA. Il y a beaucoup de partis politiques qui avaient leurs membres au sein du PDCI qui sont sortis. Le RDR, c'était des membres du PDCI qui sont sortis. Alors, vous allez continuer. Juste pour dire la C'est l'heure phrase. de la réclame publicitaire. Dès qu'on revient, vous avez la parole. C'est maintenant la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub, émission de décryptage du discours de Tidiane Thiam, le président du PDC-RDA. Avant la pub, Dr Ousmane Chérif, vous aviez la parole. Voilà. Donc, je disais que au sein du PDCI-RDA, il y a plusieurs partis politiques qui, au cours de l'histoire, nous sommes le père de plusieurs partis politiques. Donc aujourd'hui, le mot, j'entends beaucoup la phrase « revenez à la maison »,« revenez à la maison ». La phrase « revenez à la maison », c'est le PDCI qui doit la dire. Le RDR est sorti du PDCI-RDA, donc il y a aussi le rapport maison. de force entre les partis politiques. Oui, on peut parler de rapport de force, on peut parler de comment se rapprocher, mais sur une base qui est simple, c'est que c'est le PDCI qui est le parti mère. Mais pardonnez, permettez-moi quand même de dire un mot sur l'exil. Tout à l'heure, j'ai entendu mon grand frère Karamoko dit que le président est parti dans un exil volontaire et que rien ne le menace. Monsieur Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, a fait une interview sur France 24 avec monsieur Jean-Jacques Perelman, dans laquelle il dit que le président Thiam aurait dit une phrase qui pourrait s'apparenter à un appel à insurrection. Et le journaliste lui demande, est-ce que vous pensez que M. Thiam pourrait déstabiliser les institutions? Il dit, la phrase... il dit quoi? Mais il n'est pas ministre de la Justice. Non, il n'est pas le ministre de la Justice, je suis d'accord. Il Il est le porte-parole du gouvernement. Il estime que le président Thiam aurait dit quelque chose qui pourrait déstabiliser les institutions. Une fois qu'il estime. Non, il estime, je suis d'accord. Mais je veux dire, une fois que vous avez un propos du porte-parole, celui qui incarne la parole de tout le gouvernement, dont est compris le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il a répondu quand le journaliste lui a demandé est-ce que M. Thiam... Il a dit qu'il laissait, parce que le journaliste lui a demandé simplement, est-ce que vous pensez que M. Thiam pourrait déstabiliser les institutions? Il a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit, je laisse à chacun le soin d'examiner ce qu'il a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien contre le président Thiam. On n'a absolument rien à se reprocher. Quand, par exemple, on a dit la même chose pour un monsieur comme M. Soumaïla Brendoumi, tout le monde lui disait, monsieur, vous n'avez rien contre vous, vous êtes parti en exil volontaire, revenez au pays. Quand il est revenu, il a d'abord été arrêté à l'aéroport, on l'a relâché à l'aéroport. Quand il est rentré chez lui le lendemain, il est allé à la préfecture de police, il a fait plusieurs mois en détention. Donc vous ne pouvez pas répéter la même chose avec M. Thiam. Attention. Monsieur Brendoumi était à l'étranger, non, j'ai fini. Non. Quand M. Brendoumi était à l'étranger, il n'y avait aucune convocation contre lui. C'est quand il est rentré en Côte d'Ivoire que M. Brendoumi a été interpellé, il a fait plusieurs mois en détention. Donc ne venez pas répéter la même phrase pour M. Thiam en lui disant il n'y a pas de mandat d'arrêt contre vous, vous pouvez venir. Quand il y a quelques mois, la même chose s'est produite et un député, malgré son immunité parlementaire, a fait plusieurs mois de détention. Bien, Eric Bayala. Oui, mais je prends assez de plaisir à écouter mes co-débatteurs qui semblent donner aussi bien dans l'affabulation que dans ce que je peux appeler l'édulcoration de notre histoire qui n'est que récente. Chers amis, si tant est-il que M. Brendoumi Soumaïla est vraiment le porte-parole du PDCI-RDA, je vous invite à écouter son discours. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi M. Tidiane Thiam n'était pas là, c'est M. Brendoumi qui a dit qu'il était hors du pays en mission pour le parti. Justement. Et ce que Tidiane Thiam dit. Et donc... Et ce que Tidiane Thiam lui-même dit. Mais laissez-moi finir. Je suis en train... les propos du procédé lui-même. Non, doucement. Tout à l'heure, M. Chérif Ousmane faisait remarquer que le porte-parole du gouvernement aurait dit, et donc pour lui, cela tient foi de loi. Et donc, moi, je vous retourne la question pour dire, le porte-parole officiel du PDCI, quand on lui a posé la question, il a dit que M. Thiam n'était pas en exil et qu'il était en mission pour le parti. Et ça,
je m'en tiens à la Et c'est quoi déclaration. Thiam dit? Mais écoutez, restez discipliné. Michel Meta, je vous donne la parole juste après Eric Bayala. Tout ce que vous êtes en train de Eric dire, Bayala. je n'étais pas d'accord avec vous, mais je vous ai laissé votre temps pour mieux Oui, mais vous donc, exprimer sur la interpellé. question. Donc, je suis en train de dire que M. Bredouni Soumaïla, porte-parole officiel du PDCI, dit que M. Tidjane Thiam est en exil. Il n'est pas en exil, mais qu'il est en mission pour le PDCI RDA. Maintenant, j'ai relevé sur les questions de rapprochement et que le RDA serait sorti qu'on appelle du PDCI et qu'il faut que le PDCI et le RDA reviennent au PDCI et que c'est ce que serait. Maintenant, attention, tous les cadres qui étaient membres du PDCI y étaient pendant que le président Félix Houphouët-Boigny était président du PDCI RDA. Ils y avaient cru à une philosophie, à une idéologie. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny, sous la gouvernance du président Feu Henri Konan Bédié, le PDCI, le RDA ne s'est plus retrouvé dans la marche idéologique et dans la vision qu'a prôné le président d'alors du PDCI. Et donc, pour ne pas faire acte d'indiscipline, ils ont, ce qu'on appelle chez nous en journalisme, invoqué ce qu'on appelle la clause de conscience. Ils estimaient qu'ils n'étaient plus dans la même longueur d'onde que la marche du PDCI. Ils sont sortis, ils ont créé leur formation politique. Mais ils ont fait du chemin. Le RDA, à travers sa marche pour la conquête du pouvoir, a connu des situations, a connu des vertes et des pas mûres. Aujourd'hui, c'est une force politique nationale qui a un ancrage national qui est incontesté et incontestable. Et ça, cela est indéniable. Et donc aujourd'hui, quand on va à des alliances, on met en potence les différents poids, les valeurs et la représentativité de chaque entité. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI, qui a, comme on le dit de façon triviale en Côte d'Ivoire, on dit que c'est son caleçon qui est gros, mais sinon il n'y a rien dedans. Le PDCI, quel est le poids du PDCI? Le PDCI c'est a un grand nom, mais en termes de poids politique aujourd'hui, il ne pèse pas lourd. C'est la deuxième plus grande formation Mais politique du pays. justement, maintenant, comment est-ce qu'on évalue les partis politiques? On évalue les partis politiques à travers leur représentation à l'Assemblée nationale, à travers le nombre de sièges, le nombre de députés, le nombre de mairies, le nombre de conseils régionaux qu'ils ont. C'est en fonction de ça qu'on dit ils sont la deuxième formation politique, la première force d'opposition. Mais quand on étend ça à l'échelle nationale, à comparer avec les autres formations politiques, vous voyez que, de façon très claire, l'écart entre le RHDP et le PDCI est considérable. Et donc le PDCI, aujourd'hui, n'a pas les moyens politiques, matériels et humains pour demander à absorber le RHDP. Ce n'est pas possible. C'est bien plus le contraire. Parce que toutes les fois où le PDCI lui-même, il sait que dans un rapport de force politique, ne peut pas s'égaler au RHDP, en telle enseigne qu'il a jugé nécessaire d'aller s'allier avec un autre parti politique pour avoir de la consistance, pour penser qu'il pouvait faire changer ou même basculer les choses au niveau du RHDP. Mais malgré ça, l'ancrage territorial et l'ancrage politique du RHDP a vaincu à la fois le PDCI, le PPACI et l'alliance PDCI-PPACI. Donc la force en présence aujourd'hui en Côte d'Ivoire relève, la force politique relève, si vous voulez, de la particularité du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force qu'il a, qu'il commande, fait qu'il ne peut pas être absorbé. Bien au contraire, il appartient aux autres partis politiques de venir frapper à sa porte. Mais en ce qui concerne le discours du président Thiam, parlons-en. Le discours, il est resté élitiste. Le discours est resté élitiste parce que quand vous regardez dans le discours, M. Beta faisait remarquer qu'il a parlé de la cherté de la vie, il a parlé du chômage des jeunes. J'ai revisité le discours, mais je n'ai pas vu ces différents aspects. On n'a pas lu alors. Oui, je n'ai pas vu ces différents aspects. On n'a pas lu. Voilà, je n'ai pas vu ces différents aspects. Et encore que, aujourd'hui, le lancement officiel des 80 ans du PDCI, le PDCI, vous convenez avec moi, chers co-débatteurs, que c'est un parti politique. Ce n'est pas une association caritative. C'est une association politique qui a pour rôle de pouvoir aller à la conquête du pouvoir d'État. Donc, un discours politique est basé sur 4 caractéristiques. Il a une destination, il a une intention, il a une structuration
et il y a une stratégie. La destination, en faveur des citoyens, des militants, ça peut être des étudiants, peu importe. L'intention, il participe d'abord à mobiliser, à rassurer, à orienter. Ça, c'est d'abord l'intention. Sa structuration, d'abord, il a une introduction pour annoncer les couleurs, un développement pour construire, et puis une conclusion. Et la valeur stratégique du discours politique, c'est le projet, le programme qu'il a. Et donc, à une occasion où on fait le bilan, quand quelqu'un fête son anniversaire, à un moment donné, tu t'arrêtes pour dire que Seigneur, tu m'as fait grâce, j'ai X années. Voici de là où je suis parti, je te rends grâce. 80 ans du PDCI, il a dit que pour une institution, c'est l'âge de la maturité. Mais dans le discours, il n'y a pas eu, si vous voulez, qu'on appelle ça, cet engagement, que les masses laborieuses entendent du président du PDCI. Nous avons en Côte d'Ivoire en ce moment une crise du cacao. Nous avons des questions sur l'énergie. Mais le président du PDCI est resté muet. Son discours était orienté vers la classe élitiste, c'est-à-dire un discours orienté vers les cadres. Parce que pourquoi remercier les cadres? Pour dire, et il les a même cités nommément. Parce que ce sont ces cadres-là qui constituent son premier bouclier contre la fronde interne du PDCI. Et donc pour lui, c'était l'occasion de leur rendre hommage. Sinon, c'était l'occasion pour lui de dire que face aux différentes situations, sinon aux crises sociales que connaissent la Côte d'Ivoire, voici ce que le PDCI propose. Parce que c'est ça. Vous parlez d'un rapprochement avec le chef de l'État. Mais quel que soit le discours que vous allez faire pour vous rapprocher du chef de l'État d'un pays, ça ne vous envoie pas au pouvoir. Mais ce qui vous envoie au pouvoir, c'est votre rapprochement avec les populations. Et donc là, le PDCI, à travers son président, a loupé une occasion de pouvoir se rapprocher à travers ses militants. Parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Bien, merci. J'ai fini, je chute. Non, vous avez assez de temps. Juste 30 secondes rapidement. Je chute. Bien, allez-y rapidement. Il n'est pas constamment en Côte d'Ivoire. Donc les militants du PDCI n'ont pas l'occasion de l'entendre. Donc c'était une occasion pour lui de pointer du doigt. Mais je rappelle que le président Thiam, il a vécu plus de 23 ans hors de la Côte d'Ivoire, en plein temps. Il est venu à l'occasion de la mort du président Bédié et de l'organisation de la passation des charges pour être président du PDCI. Il a fini, il est retourné chez lui. Bien, merci Eric Bayala. Donc, il Michel est Betta. il est retourné chez lui. Non, c'est Eric Bayala. Michel Betta, vous avez maintenant la parole. Ouais, quand vous avez j'entends tout ce le temps genre de de discours, développer. Allez-y. ça me fait sourire. Parce qu'on dirait de Ouattara, avant d'être Premier ministre du Fouet, il a fait combien d'années hors du pays? Non, arrêtons. C'est même pas à comparer. C'est pas comparé. Le président Mais est-ce que vous avez une déception vis-à-vis de ce discours de oui, Tidjane parce que Thiam? le président Ouattara, il y avait un mandat d'arrêt lancé contre lui. À la différence, il n'y a pas de mandat. Allez-y, Michel Betta, on vous On ne le écoute. connaissait même pas. Comment le traitait de Burkinabé? C'était dans les livres, c'était dans les écrits des journalistes. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaissait même pas. Il était à la Si tu veux, PCA, tu veux chercher Thiam. C'est ce que je te dis. Non. Si tu veux chercher Thiam, Non. depuis 83, Non. c'est le premier politique technicien de Côte d'Ivoire. Non. Et puis je ne sais pas. Il a fréquenté. Le discours de Thiam, c'est gravissime. Vous pouvez comparer le chemin et le vécu du président Alassane Mais c'est toi qui à veux ce le faire. qui concerne le fait Non, c'est toi qui veux le faire. vécu Tu la parles de quelqu'un qui Côte n'était pas d'Ivoire Côte avec d'Ivoire. celui du président. Ce n'est vraiment pas Allez-y, vous avez la parole. Je disais tantôt, quand vous suivez le discours de Thiam, les 80 ans, ce qu'il ne faut pas oublier, les 80 ans étaient déjà, je dis les 80 ans du PDCI, c'est tout de suite jusqu'au mois d'octobre. Oui, mais dans un contexte de cherté de la vie, crise du cacao. Non, j'en viens. À la fin de ce programme-là, c'est pas, je dis souvent aux gens, mais quand le PDCI parle, est-ce que vous écoutez? Parce que c'est pas à la peine. Ils disent à la fin de ce qui finit en octobre, ils vont célébrations faire éclatées dans plusieurs villes. Et à la fin, le programme de société du PDCI sera révélé. Ce programme de société-là prendra en compte
tous les problèmes des Ivoiriens. Donc, cette célébration, cette célébration a des étapes d'abord. Ce que je vais faire ressortir. Elle a des étapes. Donc, quand tu prends le discours solennel d'ouverture, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas lui dire, il ne reflète pas ce que toi tu veux. Mais quand on remercie le chef de l'État, on parle aux militants, on parle à la sous-région. Oui. Et on parle aux Ivoiriens. On parle aux Ivoiriens quand on dit qu'un secteur privé dynamique et créateur d'emplois qui va offrir la sécurité. Il en parle. Là, c'est un problème des Ivoiriens, effectivement. Il en parle, mais la question du cacao, la crise du cacao, la chef de la je t'ai dit qu'il a parlé d'énergie. Mais ce que je vais te dire clairement et simplement, c'est que le programme du PDCI... Est-ce qu'on pourrait parler d'un oubli ou non, ce n'est pas une priorité. Cette célébration a été déjà calibrée. Mais le discours a été fait... Le discours d'ouverture n'est pas le même discours qui va clôturer la célébration. Donc, à la clôture de la célébration, ce que vous voulez entendre... Non, mais c'est ce qui est dit. Non, c'est ce qui est dit dans la programmation. À la fin de ce programme-là, en octobre, le PDCI sortira son programme de sauveté pour 2030, pour la Côte d'Ivoire. Ça vous dit que les 80 ans ont été clairement planifiés et stratégiquement mis en œuvre pour la vision du PDCI pour les Ivoiriens. Bien. Donc vous l'aurez dans ces détails. Bien. Ne vous pressez pas. Alors, bien avant la prochaine intervention, juste une précision. C'était prévu 2 sujets, mais là, la régie nous fait comprendre qu'on fera que ce sujet. On aura l'occasion de revenir sur le second sujet dans nos prochaines éditions. On aura donc 1 heure sur ce sujet, ce discours de Tidiane Thiam. L'ancien Karamoko, est-ce que vous avez quelque part un sentiment de déception vis-à-vis de ce discours? Oui. Et à quel niveau? C'est-à-dire que le président Thiam, c'est vrai, il a bien dit que c'était une célébration calibrée. Dans le discours de Thiam, quand on le regarde, du président Thiam, quand on regarde dans sa forme et dans le fond, il est en train de chercher à négocier son retour en Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, il a présenté ce que nous savons, ce que le PDCI a fait depuis 60 ans, etc. Mais Eric l'a dit tout à l'heure dans son intervention, c'est 60 ans ou bien c'est 65 ans avant d'arriver aux 80 ans là, 80 années là, c'était avec l'ensemble de tous les Ivoiriens. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, et tout ce que vous savez, il n'y avait pas le RDR qui existait. Il y avait d'autres partis politiques? Je ne te parle pas du PDC, du FPI, pas du parti État. C'est-à-dire, c'était avec tous ces gens. Donc, c'est, je dirais, cette comptabilité-là, reluisante qu'il fait, c'est pour l'ensemble de tous ceux qui étaient au PDCI jusqu'à cette date-là, de 1993, à la mort de Houphouët-Boigny. Maintenant, quand on dit que déjà, dans ce même discours, il ne dit pas l'état du PDCI. Tous ces imbroglios politiques que nous avons en Côte d'Ivoire. Les problèmes oui, du parti. bien sûr, il aurait pu quand même reconnaître, puisque... Mais il appelle à l'unité dans son discours. Il appelle à l'unité, c'est pas faux. Mais il aurait été bien quand même qu'il dise que l'ivoirité, à un moment donné, nous a entraînés... C'est quoi l'ivoirité pour toi? Dis-moi. Parce qu'il y a la sénégalisité, il y a le concept de l'ivoirité. Tu dois le connaître, vous savez très bien, vous autant que moi, que l'ivoirité a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. C'est quoi l'ivoirité? Il faut nous expliquer. C'est un concept d'exclusion. De qui? Ça exclut qui? Mais ça visait particulièrement Alassane Ouattara et tous les gars qui S'il vous plaît, Michel Beta, on va poursuivre. Allez-y, continuez. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est le PDCI qui a créé les dirigeants, pas le PDCI de Houphouët-Boigny. Le PDCI de Bédier, n'est-ce pas, qui a ouvert la porte, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, aujourd'hui qui constituent une vraie force. Mais pourquoi Thiam devrait parler de ce sujet qui a été un long passé et qui n'a pas été mis en place? Quand on fait un bilan, il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs. Quand on reconnaît tout ça, là, on fait table rase et puis on va vers une nouvelle direction. Mais on ne vient pas pour donner que des éléments positifs. Il y a les éléments également négatifs. C'est de ça que je parle. Les éléments négatifs, il y a l'ivoirité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Thiam, il est en train de négocier son retour, ce qu'il n'a pas le courage de le dire. Et il faut qu'il ait le courage de dire qu'aujourd'hui, le fouettisme là, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le fouettisme là se retrouve au RHDP.
Donc, tous ceux qui sont sortis à un moment donné doivent se retrouver là. D'ailleurs, ils sont là. Et on n'attend plus que le PDCI pour venir compléter les rangs. Docteur Ousmane Cherif. Oui, j'ai quand même tellement entendu des choses énormes que permettez-moi juste de prendre 3 ou 4 choses pour répondre. Déjà, en tant que des militants, des personnes du RHDP trouvent que le discours du président Thiam est élitiste, pour moi, c'est une satisfaction. Voilà, parce que quand je me rappelle, j'ai dit encore que j'étais dans la salle, je me rappelle qu'une personnalité de ce pays, ministre de ce pays, qui avait traité le président Thiam d'un terme que je ne veux pas répéter ici, de zozo pratiquement. Que vous avez répété finalement. Et une personne de ce type qui fait des interviews avec des erreurs, avec tout le respect que j'ai pour elle, mais avec des erreurs de prononciation française, quand elle écoutait le discours de ce monsieur, quand même, il y a une différence ciel-terre entre... Voilà, donc, quand on écoute la qualité de cet homme-là et voir les personnes qui le critiquent, la différence qu'il y a entre les deux, franchement, je pense qu'il y a un moment donné où il faut quand même savoir doser les critiques. Parce que ce n'est pas à cause de la politique. Quand quelqu'un est brillant, il faut avoir le minimum d'honnêteté de reconnaître que ce monsieur-là, il a quand même un niveau de talent, Alors, ça, c'est la deuxième. Allez-y, permettez-moi. Voilà. Sinon, lui, là, ne serait pas président du Brésil. Non, on peut accepter que quelqu'un soit brillant. Ne nous envoyez pas à ce niveau-là. Non, je suis en train de parler d'élitisme. Quand on parle d'élitisme, il faut pouvoir quand même... C'est un monsieur qui est de l'élite. Qu'on le veuille ou non, il est de l'élite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu plusieurs discours. Les gens ont l'impression que c'est que le discours. Moi, j'étais dans la salle, je le dis. Tout à l'heure, il a parlé de la crise du cacao, de l'électricité. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté peut-être le discours du secrétaire exécutif en chef, puisqu'il a parlé de problème de l'électricité, il a parlé de la crise du cacao. Il a parlé du retour, lui, il parle du retour négocié dont il n'a pas le courage de dire. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté le discours de M. Blessy. Parce que M. Blessy, à la dernière... Mais là, il s'agit du discours de Tidjane Thiam. Non, je finis. Je vais dire que... le discours du président Thiam ou bien le discours de Blessy? Je finis. Je vais vous dire qu'en fait, le discours de Thiam de son contexte. J'essaie. Je vais vous dire que, s'il vous plaît, on parlera en même temps. Cher consultant, vous avez bien compris. Mais là, il s'agit du décryptage du discours de Tidjane Thiam. Je suis en train simplement d'expliquer qu'un président, il décline une vision. Quand vous êtes chef d'État, il y a des petits détails de tel ou tel secteur que vous laissez à quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, le président Thiam, ce discours-là, c'est le discours de la vision. Bien, mais ensuite, on estime que ce qui a été dit dans le discours est très important. Oui, ce qui n'a pas été dit par le président, est-ce que ne serait pas non, mais quand ça a été important. dit par le numéro 2 du parti, quand ça a été... Parce que le secrétaire exécutif en chef, c'est le numéro 2 du parti. Mais pourquoi pas par le président du parti? Ce n'est donc pas une première priorité. Je comprends. Je vais insister que le président du parti a cité des victoires importantes qui nous font honneur. Tout à l'heure, il a dit que le PDCI a été le parti pratiquement unique qui a construit le pays et tout ça. En réalité, beaucoup ne le savent pas. Le multipartisme existait avant. Le multipartisme, en 90, là, il est revenu. Sinon, Sékou Sanogo avait un parti politique. Il y avait des gens qui avaient des partis politiques autant d'Houphouët-Boigny. Et ça s'est arrêté à quelle année? Non, je pense en 61, quand le président... 61. Mais il faut comprendre, il ne faut pas dire que tous les Ivoiriens... uniques. En 90, on revient au multipartisme. Il y a des gens qui ne se revendiquaient pas du PDCI pendant ces années-là. Donc, il ne faut pas dire que tout le monde était... Je comprends. À 90, vous ne me laissez pas terminer. Laissez-moi juste terminer. Allez-y, docteur Ousmane. Permettons que la lutte que le PDCI ait faite pendant toute cette période-là. Avec nous tous. Non, quand je dis la lutte, je veux dire il y a des périodes où nos grands-pères, il y a des gens qui étaient pro Sékou Sanogo, qui n'étaient pas derrière Houphouët-Boigny. Ça existait. Plein de personnes qui se réclament. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je connais des gens qui réclament cet héritage de Sékou Sanogo. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui sont... Donc voilà, donc toute cette période-là, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec Houphouët-Boigny et c'est leur droit. Même s'ils n'avaient pas le droit d'exercer leur parti politique, mais il y a des gens qui ne se réclamaient pas du PDCI-RDA. Donc aujourd'hui, quand vous avez des personnes qui ont construit ce pays avec ce nom PDCI-RDA-là, ayons la fierté de dire c'est un parti politique qui lui-même a construit ce pays-là. Maintenant, quand vous avez des critiques, personne n'a jamais dit que le PDCI est parfait. Même le RHDP, je ne pense pas Bien, merci. Docteur, est-ce que pour vous, rapidement, ce discours marque le lancement d'une nouvelle ère politique au sein du PDCI? Bien sûr que 80 ans, ça marque, le président l'a dit dans le discours, ça marque une ouverture à une maturité. Une nouvelle dynamique alors, une nouvelle dynamique. Déjà, il y a eu la restructuration du parti quelques semaines ou quelques mois
avant les 80 ans. Le président est dans une totale nouvelle Et dynamique. qu'est-ce que cette restructuration a apporté finalement? Non, elle a apporté énormément. Le changement du secrétaire exécutif aujourd'hui a changé pratiquement le fonctionnement complet du parti. Le président, aujourd'hui, le secrétaire exécutif reçoit directement des propositions des militants de base, ce qui n'était pas le cas. Avec l'absence de certaines figures qui avaient, à une certaine époque, mené des grandes luttes pour le parti politique. On va dire Maurice Kakou-Gikawe, Jean-Luc Billon, un militant Thierry du parti. Tano, oui, toujours Il a militant, pris mais qui ne sont plus au premier rang. Il est au premier rang, il est vice-président du parti. Ils sont prévus. Voilà. On peut dire que bon, ils ont des récriminations, mais en réalité, permettez quand même que je dise que ce parti politique-là, dans la dynamique où qu'il s'est inscrit depuis la restructuration du parti, c'est quand même une dynamique qui très probablement plaît à tous les Ivoiriens, même des militants de RHDP que je rencontre. Certains militants du PDCI ou pratiquement tous. Mais comment se fait-il que certains militants souhaitent que Thiam puisse libérer, on va dire, la tête du parti? Il n'y a qu'une seule militante qui l'a commencé. Il y a eu plusieurs. Non, pour le moment, il n'y en a qu'une seule. La seule personne qui dit que je souhaite la démission, qui est allée porter la plainte, c'est M. Tchétché Abiy Charles. En dehors de cette personne-là, il n'y a pas de personne qui demande la démission du président Thiam à la justice. Il n'y en a pas. C'est la seule affaire judiciaire. Pour le moment, affaire judiciaire. Il y a eu l'affaire Valérie Yapo. Non, Valérie Yapo, ce n'était pas la démission. Elle a demandé à ce qu'elle soit réintégrée dans le parti parce qu'elle avait été exclue. Mais actuellement, toutes les autres procédures n'étaient pas en rapport avec la démission du président. La seule affaire judiciaire actuellement. Qui estimait que le président, pas démission, mais qui estimait que le président avait été élu en ne respectant pas les textes du parti. Il y a eu plusieurs affaires judiciaires, veuillez vous rappeler. Alors, Eric Bayala, au PDC RDA, nous sommes les enfants et les héritiers d'une culture de la paix et du dialogue. Les armes, les violences brutes et gratuites ne sont ni de notre éducation, ni des principes qui guident notre parti. Tels sont les propos de Tidiane Thiam. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais justement, j'ai dit que M. Tidiane Thiam lui-même est en train de faire la rétrospection de ce qu'il a dit. Quand vous vous tenez à un meeting et vous dites que le monde a été construit en 7 jours et en 7 jours, nous allons libérer la Côte d'Ivoire, ne savait-il pas que le PDCI était un parti politique de paix, un parti républicain? Il l'a dit dans un passé récent, ça ne fait même pas encore un an. En quoi cette phrase est violente? Et donc, quand on sait que nous sommes dans un principe démocratique et que l'alternance exige que toutes les forces vives soient convoquées à des élections en vue de choisir ceux qui vont alterner, on ne peut pas dire et qu'on se rend bien compte qu'à la date du prononcé de ce discours, nous n'étions pas à 7 jours des élections. Et donc, ça veut dire que comment est-ce que vous libérez la Côte d'Ivoire en 7 jours pendant que vous êtes loin de la date à laquelle on pourrait aller aux élections? Et donc, quand on est leader, le discours, une fois qu'il est tenu, il verse dans le domaine public. Donc, il est assujetti à plusieurs commentaires. Et c'est pour cela que la stature du leader politique doit pouvoir commander un certain nombre de principes et de dispositions avant de s'adresser ou bien avant la prise de parole en public. Ça, c'était d'abord ce que je voulais faire observer. Maintenant, quand le docteur Chérif m'a fait parler de dire que M. Thiam, il fait partie de l'élite parce que j'ai parlé de discours élitistes. Mais franchement, je ne sais pas, peut-être que si c'est le caractère rébarbatif de ce que la situation présente qui vous amène à vous éloigner de la quintessence de ce que j'ai dit. J'ai dit que le discours que M. Thiam a tenu est un discours qui avait pour cible l'élite parce que ça n'a pas pris en compte les préoccupations des masses laborieuses. Non, mais... Ça ne veut pas dire que nous remettons en cause le fait que lui-même, il ne soit de l'élite. C'est vrai, non, ça paraît peut-être mal perçu, mais le fossé de la différence au niveau de la sémantique est vraiment considérable. Vous êtes d'accord qu'il fait partie de l'élite? Donc, je n'ai jamais discuté de cela. Je n'ai jamais dit que M. Thiam n'était pas une compétence, n'était pas une valeur sûre. Ça, je ne l'ai jamais dit. Eric Bayala, est-ce que ce discours annonce une montée en puissance du PDC-RDA? Mais justement, comme j'ai dit, pour pouvoir savoir que si le PDCI est en train de monter, permettez-moi de citer un philosophe ivoirien qui a dit « pour pouvoir monter, il faut descendre ». Et là, pour pouvoir descendre, c'était l'occasion pour le PDCI, pour le président du PDCI, pour dire que nous avons engagé le PDCI dans une telle démarche, dans une telle vision, mais à l'arrivée,
on se rend bien compte que cette démarche-là n'a pas prospéré. Et donc le PDCI revient à ses fondamentaux en étant un parti d'opposition républicain, parce que le PDCI a gouverné la Côte d'Ivoire. Donc le PDCI n'est plus un parti d'opposition quelconque, c'est un parti d'opposition de gouvernement pour avoir été à la tête de ce pays. Donc la posture du PDCI ne doit pas être la posture d'un parti politique qui n'a jamais gouverné la Côte d'Ivoire. Et donc c'est pour cela qu'on a l'impression que nous sommes peut-être un peu plus durs dans les propos, dans la critique, tout simplement parce que le PDCI, à un moment donné, s'est éloigné de sa trajectoire fondamentale, son ADN qu'il a porté sur les fonds baptismaux de cette Côte d'Ivoire pour adopter une politique, une vision qui n'a jamais été la sienne. Bien, merci. Et donc c'est pour cela que nous disons aujourd'hui, pour que le PDCI puisse prendre de l'ascension et pour pouvoir engager une nouvelle vision, il faut que le PDCI se rende bien compte qu'à un moment donné, avec M. Tidjane Tron, il s'est trompé. Le temps ne nous permet pas aujourd'hui d'aller de bien décrypter ce sujet. Malheureusement, c'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Oh. Le chiffre du jour, c'est 94,05 au Bénin, selon les chiffres provisoires proclamés dans la nuit de lundi à mardi par la Commission électorale nationale indépendante Sénat. Le duo formé par Romiad Ouadani et Mariam Chabi Talata recueille 94,5% des suffrages exprimés, soit plus de 4 millions de voix sur un total de 4,52 millions de bulletins valablement déposés au Bénin. Commentaire, Lansina Karamoko. Oui, mon commentaire est qu'au Bénin, les gars, quand même, ça fait la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, les questions idéologiques ne devraient pas primer. C'est que les Africains, de façon générale, doivent attendre, et d'ailleurs on le sent un peu également en Occident, c'est le développement. Est-ce que le président Talon a bien travaillé et pendant tout ce temps qu'il était au pouvoir? Est-ce que c'était des démarches politiciennes qu'il menait ou alors est-ce qu'il travaillait pour son pays? Et je crois que les Béninois ont fait la différence et pendant que d'autres faisaient la politique politicienne, un groupe travaillait et bien évidemment, ils ne se sont pas posé de questions, ils sont allés facilement voter pour... Michel Bétard, le Bénin qui donne encore une nouvelle fois un exemple à ses voisins. Non, je ne dirais pas un exemple, un mauvais exemple. Parce que vous savez... Pourquoi mauvais exemple? Non, j'en viens. Une élection qui se déroule dans de bonnes conditions. C'est le score soviétique, comme on en a vu en Côte d'Ivoire là. C'est le score soviétique là. Vous savez qu'à la veille des élections, quelques mois avant, il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a l'adversaire. Il y a eu une tentative de coup d'État avant les élections. Vous vous souvenez? C'est parce qu'aujourd'hui, les leaders de l'opposition significative ont été écartés, malheureusement, comme en Côte d'Ivoire. Et qu'on assiste à ces scores soviétiques. Pas des règles établies. Non, il faut arrêter de jouer avec la justice. Non, quand vous dites écarter, c'est comme si on empêchait une personne naturellement de participer à un vote. Il y a des règles établies. Non, s'il te plaît. Quand on fait en sorte que la justice soit instrumentalisée pour écarter des adversaires vous estimez que la justice est instrumentalisée. Mais c'est ce à quoi on assiste. Moi, je dis, il faut se méfier de ces faux, de ces fausses démocraties-là. Parce qu'elles n'engendrent que des situations dramatiques. Il faut les changer. Voilà. Docteur Ousmane Chérif, le Bénin, à travers cette élection, ne donne pas un exemple d'élection démocratique à ses voisins? C'est l'exemple de la démocratie soviétique. La Guinée a fait 87%, la Côte d'Ivoire 89%, le Congo 94%, le Bénin 94%. Nous sommes dans cette démocratie soviétique-là. Et à chaque fois, vous allez voir l'élection, il y a eu, par exemple, pour le Bénin, il y a le parti de Boni Yayi, je crois que ça s'appelle les démocrates, si je ne me trompe pas. Le parti de Boni Yayi avait un candidat. Ce candidat devait avoir 15% des, comment ça s'appelle, des parrainages. Il devait avoir 15% des parrainages des députés pour que sa candidature soit validée. Il a réussi à réunir ces 15%. Il y a une seule personne à la dernière minute qui a retiré son parrainage, il a déposé et finalement, ça a été invalidé. Alors qu'il avait la possibilité de retrouver un autre parrainage pour remplacer, on ne lui a pas donné la possibilité, ça a été invalidé. Donc 94%, c'est identique en Afrique, hein. C'est la démocratie soviétique, vive la démocratie soviétique. Bien, Éric Bella. Oui, mais où est les mauvais perdants? Vraiment, c'est toujours eux qui trouvent, toujours que la démocratie, on appelle ça, c'est une démocratie à la soviétique. Quand on voit en Côte d'Ivoire quelqu'un qui est conscient qu'il dirige un parti politique, qui lui-même cache sa double nationalité
à ses militants Cash. et dans les délais requis ne va pas renoncer à sa nationalité sur le coup de la loi, on dit que ça, c'est la démocratie à la soviétique. Moi, je pense que si nous sommes d'accord qu'on doit faire confiance à nos institutions, il leur fait confiance totalement. L'exemple même abordé par le docteur, c'est l'exemple même qu'il ne fallait pas. Si l'équipe du docteur, du président Boni Yahi devrait avoir 15 parrainages et à la dernière minute, il y a eu défection, pourquoi est-ce que dans le délai imparti, il a attendu à la dernière minute pour retirer son parrainage? Voudrez-vous que, comme c'est Boni Yahi, on doit encore accorder un temps pour qu'il cherche un autre parrainage? Il tombe sur le coup de la loi. C'est ce qui s'est passé. Il y avait le temps. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de fantasmer. Quand on revendique une chose sur le principe de la justice, soit elle s'applique, soit elle ne s'applique pas. Merci Eric Bayala. 94%, c'est le score qui a été donné. L'adversaire a reconnu sa défaite. Vive la démocratie. Le carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge. Premier carton avec Lansina Karamoko. Mon carton rouge est une interpellation. J'ai vu sur les réseaux sociaux la proviseure du lycée moderne de Trècheville, qui, n'est-ce pas, au salut aux couleurs, c'était hier lundi, et qui disait aux enfants, si en début de semaine, un élève est absent, il faut qu'il se considère en même temps absent pour toute la semaine. Et qu'avec ses collaborateurs, ils vont déjà faire le tour des classes. Tout élève qui sera, dont on constatera l'absence devrait quand même déjà se mettre en congé pour une semaine et qu'elle ne veut pas voir, parce que c'est une dame, elle ne veut pas voir des parents dans son bureau. Je crois que c'est un peu fort quand même. On peut trouver d'autres moyens pour dissuader les enfants, mais un retard peut venir pour un embouteillage, un retard peut venir, etc. Mais le dire de façon comme ça, là, vraiment, c'est un peu difficile parce que surtout que les élèves n'habitent pas tous à Trècheville et il y en a qui viennent de très loin quand même. Bien. Docteur Ousmane Chérif, carton rouge. Mon carton rouge à monsieur le ministre Sie Yen, nouveau ministre des Infrastructures. Je viens d'un séjour à Diaké. J'ai été surpris de voir le nombre de routes. Il est député maire depuis près d'un long moment. Il est DG du port depuis plus d'une dizaine d'années. DG du port. Il n'a pas encore été remplacé, je pense. Donc, jusqu'à présent, il y a l'intérim qui est assuré. D'accord. Donc, j'ai été très surpris de voir l'état des routes. On m'a même montré la route du village de M. INC qui n'est pas bitumée. Et le véhicule a eu des difficultés à passer dans cette route-là. J'étais vraiment surpris de voir qu'on peut avoir tous ces nominations, ces postes électifs-là aussi, et cette nomination récente de ministre de l'Infrastructure, et puis avoir des routes autant qui ne sont pas bitumées dans la ville. Bien. Michel Betta, carton rouge. Oui, bon, mon carton rouge va s'adresser je dis à ceux, en ce début de saison de pluie, à ceux qui sont dans les zones à risque. Vraiment que dès maintenant, on cherche à les déloger pour ne pas en faire encore des victimes de cette saison de pluie qui s'annonce là. C'est à cela. Bien, merci. Eric Bayala pour terminer. Mon carton rouge, je passe. Bien, merci Eric Bayala de nous avoir permis de gagner en temps. Merci Lansina Karamoko, Michel Betta, Dr Ousmane Chérif, à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro d'Entre-deux News. Rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission d'analyse de l'actualité. Nous allons bien sûr parler du bilan du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Bilan fait ce jour et ses perspectives pour 2026. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.